Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Au Burkina Faso, 3 jours de médiation aboutit ce dimanche à un projet d'accord politique de sortie de crise. Que propose-t-il et comment a-t-il été accueilli? Élément de réponse dans ce journal. Boko Haram n'a pas perdu sa capacité de nuisance malgré la mise en place de la force mixte multinationale. Le groupe terroriste poursuit ses offensives, notamment au Nigeria et au Cameroun. Et puis c'est un projet historique pour l'Éthiopie. La première ligne de train léger d'Afrique subsaharienne a été inaugurée ce dimanche à Addis Abeba. Coût total de l'infrastructure, 475 millions de dollars. Se dirige-t-on vers une sortie de crise au Burkina Faso? Les médiateurs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont proposé ce dimanche à Ouagadougou un projet d'accord politique, un plan en 13 points qui sera soumis ce mardi 22 septembre au cours d'un sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale, mais qui déjà ne fait pas l'unanimité au pays des hommes intègres. Alors que prévoit-il concrètement? Élément de réponse avec Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Depuis l'annonce du désarmement du RSP, régiment de sécurité présidentielle qui est l'auteur du coup d'État du 16 septembre 2015, coup d'État qui a porté à la tête du pays le général Gilbert Diendéré, qui est un fidèle de l'ancien président Blaise Compaoré, nous apprenons que des soldats de ce régiment qui est fort de 1300 hommes, des soldats ont déjà commencé à rejoindre le camp sanglé de la Lamizana, comme demandé par les chefs de corps de l'armée régulière. Il faut aussi rappeler que suite à ce coup d'État, 2 chefs d'État, à savoir le président béninois Yahi Boni et le sénégalais Macky Sall, ont proposé ce dimanche 20 septembre 2015 à Ouagadougou un schéma de sortie de crise, un schéma qui sera présenté le mardi 22 septembre 2015 à Abuja lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Ce schéma qui est pour l'ex-majorité utile pour une sortie de crise est rejeté par des organisations de la société civile, notamment le Balai citoyen qui qualifie ces propositions de honte pour la CEDEAO. Les populations à Ouagadougou redoutent un affrontement entre le RSP et l'armée régulière. Il faut aussi rappeler que des militaires ont déjà quitté Bobo Dioulasso, Kaya Fadam Gourma pour allier la capitale Ouagadougou dans l'optique de désarmer le RSP sans effusion de sang, comme le disent des chefs militaires. Et face à la gravité de la situation, le général de brigade Gilbert Diendéré, président du CMD, déplore les pertes en vies humaines et les blessés, les dégâts matériels et présente ses condoléances aux familles déplorées. Il confirme également son engagement à remettre le pouvoir aux autorités de la transition à l'issue du vote définitif de sortie de crise sous l'égide de la CEDEAO. Il annonce également d'accepter la libération du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida en signe d'apaisement conformément au projet d'accord. Il s'engage également à œuvrer pour la cohésion de l'armée et présente ses excuses à la nation et à la communauté internationale. C'est une disposition transitoire et exceptionnelle. En République démocratique du Congo, les provinces récemment créées seront gérées par des commissaires spéciaux en attendant les élections des gouverneurs. À Kinshasa, la capitale, l'opposition dénonce une nouvelle violation de la Constitution. Les précisions d'Ibarat Ndiaye. En République démocratique du Congo, la gestion des nouvelles provinces divise. Le gouvernement congolais vient d'annoncer la nomination prochaine de commissaires spéciaux pour administrer les provinces nouvellement créées. Une décision qui, selon les autorités congolaises, est conforme à l'arrêt de l'accord constitutionnel selon lequel le gouvernement est tenu de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité des services publics dans les nouvelles provinces. C'est une décision qui nous est dictée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle et qui ne peut pas ne pas être exécutée en attendant qu'il y ait des élections de gouverneurs pour garantir la gouvernabilité de nos 21 provinces et qui coule du bon sens le plus élémentaire. C'est tout à fait ridicule d'imaginer que l'on puisse accuser une cour constitutionnelle de violer la Constitution parce qu'elle a pris un arrêt conformément au pouvoir que la Constitution lui reconnaît. C'est de la gesticulation politicienne et ça ne nous intéresse pas. Toutefois, l'opposition qualifie cette nouvelle disposition d'inconstitutionnelle. Le gouvernement, lorsqu'il a décidé de faire les divisions des provinces, c'était dans l'optique justement d'organiser leur base en vue des élections présidentielles prochaines, pour placer leurs hommes afin de gagner les élections aux échéances qui sont en cours de route. Malheureusement, le plan a échoué. Ils ont utilisé un texte constitutionnel en partie, pas en totalité. Alors, lorsque on décide de faire les divisions des provinces, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire organiser également les élections des gouverneurs, surtout, et garder les anciennes provinces
et attendre les prochaines élections et justement faire la division des provinces si les Congolais sont d'accord. Rappelons que les élections provinciales doivent avoir lieu le 25 octobre 2015, mais certains Congolais craignent un report de ce scrutin. Prolongation pourrait engendrer des incidents sur le chronogramme des élections, notamment sur la tenue de la présidentielle prévue en décembre 2016. Comment stopper Boko Haram alors que le premier secteur de la force multinationale s'est mis en place? La nébuleuse poursuit ses offensives. Des attentats suicides ont été perpétrés dans l'extrême nord du Cameroun et du Nigeria ce dimanche. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. Dimanche 20 septembre, le Nigeria et le Cameroun ont connu 2 attentats meurtriers au nord de leurs territoires respectifs. La ville camerounaise de Mora a notamment été le théâtre d'un double attentat. La localité située à un carrefour entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria est le quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale chargée de combattre Boko Haram, qui reste ainsi actif malgré les efforts des pays frontaliers du nord-est du Nigeria. Déjà, il faut voir que c'est une commission qui est assez expérimentale parce qu'on est dans un cas de figure qui n'a jamais été mis en place auparavant. Il y avait eu d'autres précédentes missions qui étaient plus du fait de la CEDEAO. Là, on a des pays qui appartiennent à 2 ensembles sous-régionaux différents et surtout des pays qui ont eu l'habitude d'avoir des conflits notamment entre le Nigeria et le Cameroun et entre le Nigeria et le Tchad. Et dans la capacité donc à prévenir donc les incursions djihadistes, eh bien se pose toujours encore et encore la question du droit de poursuite sur le territoire voisin. La force mixte multinationale composée de troupes venant de plusieurs pays, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin, est officiellement en place depuis le vendredi 11 septembre. Mais selon les observateurs, cette lutte contre le terrorisme pâtit d'un manque de coordination dans les décisions stratégiques et militaires entre les différents chefs d'État africains. C'est une commission qui était envisagée déjà depuis un peu plus d'1 an, effectivement, qui a été mise en place assez récemment et qui, je pense, pâtit du fait des déclarations des chefs d'État. Donc Buhari qui a dit qu'il donnait 3 mois à son état-major pour régler le problème, tout en sachant que l'état-major de l'armée nigériane, c'est autre chose que la force multinationale. Le président Déby, qui lors des 55 ans de l'indépendance du Tchad, expliquait que le problème serait très rapidement réglé. L'extrême nord du Cameroun a été frappé par 11 attentats revendiqués par Boko Haram depuis le mois de juillet 2015. Et selon Amnesty International, près de 400 personnes auraient perdu la vie dans les attaques de la nébuleuse islamiste depuis janvier 2014. 21 septembre 2013, 21 septembre 2015, le Kenya a commémoré ce lundi le 2e anniversaire du massacre perpétré par les islamistes somaliens Shebab dans le centre commercial Westgate à Nairobi. À cette occasion, plusieurs cérémonies interreligieuses réunissant survivants, proches des victimes et sympathisants ont été organisées dans la capitale kenyane. Rappelons que cette attaque terroriste avait coûté la vie à 67 personnes. L'Éthiopie s'est dotée du premier train entièrement électrifié d'Afrique subsaharienne. Il a été inauguré ce 20 septembre à Addis Abeba. Long de 34 km, il sera capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Un grand pas pour la modernisation de la capitale éthiopienne. Lizelsi Akizimana. Le premier train léger arrive dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Inauguré le 20 septembre 2015 par le ministre des Transports éthiopien, l'Addis Abeba Light Railway relie sur une distance de 34 km le nord au sud de la capitale et est capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Le service de train léger est ce que les gens de notre pays, en particulier les habitants d'Addis Abeba, attendaient avec impatience. Et sa mise en service est officiellement lancée maintenant. Afin de permettre à tous les habitants de la capitale éthiopienne de profiter de ce nouveau moyen de transport, le gouvernement a fixé un tarif particulièrement abordable. Le ticket par trajet coûtera entre 2 et 6 birres, selon la distance, soit entre 0,09 et 0,28 centimes américains. Il y a un sérieux problème de transport ici. C'est très difficile de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il est fréquent d'attendre entre 30 et 40 minutes. Je pense que ce nouveau service va résoudre le problème. Pour le moment, seule la ligne nord-sud est ouverte au public, mais la construction de la deuxième ligne, c'est-à-dire l'axe est-ouest, débutera en octobre prochain. Grâce à ce métro, le gouvernement souhaite désengorger la capitale qui compte environ 5 millions d'habitants.
Le seul train que nous ayons eu, c'est l'ancien train, construit par l'empereur Ménélique il y a 100 ans. Notre génération n'a jamais eu la chance de voyager en train. Je suis vraiment heureuse d'être ici et d'être témoin de cette nouveauté et aussi d'être parmi les premiers passagers de ce nouveau service. Un système de ligne électrique indépendante du réseau principal a été mis en place pour éviter les coupures d'électricité très fréquentes dans la capitale. Le projet a coûté 475 millions de dollars américains et a été financé à 85% par la Chine. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.